Comment j'ai rencontré Dieu? Ok. Alors, je suis issu d'une famille nombreuse. Je suis le deuxième d'une fratrie. Et malheureusement, mon père, en fait, et ma mère ont dû divorcer. Donc, on a grandi dans une famille monoparentale. Et qui dit une famille monoparentale dit souci financier. Parce qu'on ne pouvait pas, on va dire, s'acheter les choses que peut-être les voisins pouvaient s'acheter. Et un jour, en fait, j'ai vu ma mère qui pleurait dans sa chambre. Je suis allé la visiter et je lui ai demandé, maman, pourquoi tu pleures? Et puis elle m'a dit, j'arrive pas en fait à payer une facture de téléphone d'une valeur de 30 euros. Et de là, en fait, ça m'a attristé. J'avais 16 ans à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, il faut y remédier. Et de là, en fait, je suis parti voir mes amis dans le quartier parce que aussi, j'habitais dans une ZUP. Et j'ai demandé, en fait, comment faire de l'argent. Comme maintenant, mes amis ils étaient dans le quartier et que ce que proposait le quartier, c'était de vendre, en fait, des substances illicites, tout simplement, de la drogue, du shit, pour être plus clair. Et donc, j'ai commencé maintenant à vendre du shit, à vendre des produits illicites. Et comme mes amis aussi ils étaient déjà dedans, j'ai vite grimpé les échelons. Et je donnais environ, dans les environs de 80-90% à ma famille, c'est-à-dire à mes frères, à mes sœurs, à ma mère. Et de là, en fait, je faisais que on va dire, de prospérer, on va dire, dans ce domaine-là. Jusqu'à ce que même je suis parti faire des COFAS ou des petites choses comme ça. Des COFAS, c'est le fait de chercher, en fait, de la drogue dans d'autres villes ou dans d'autres pays pour les ramener dans notre quartier. Et un jour, avec mon ami, on a trouvé en fait un plan où des personnes pouvaient cacher leur drogue. Et donc, du coup, avec mon ami, on s'est dit, bon, pourquoi pas en fait aller là-bas directement et prendre cette drogue. Donc, du coup, on est parti dans ce garage et on a pris une grosse quantité. Et de là, on a vendu, on a continué à vendre en fait cette drogue. Et de là, en fait, pour vous donner des chiffres, j'étais peut-être aux alentours de peut-être 3 ou 4 000 euros tous les 3 jours. Ça durait peut-être un bon mois. Et donc de là, 10%, c'était beaucoup. Donc avec les 10%, je pouvais m'acheter mes voitures, des choses comme ça, etc. Donc je commençais un peu à vivre. Mais maintenant, ça commençait à faire du bruit dans le quartier. Et puis on a dit qu'on dirait que ce petit-là, on dirait il y a quelque chose qui change chez lui. On dirait que maintenant, voilà, il a une voiture, il a ceci, il a cela. Et en plus, comme par hasard, ça tombe au moment où nous aussi on a perdu nos affaires. Donc du coup, ça fait que maintenant j'ai été recherché par ces personnes-là. Et dans les quartiers avec mes amis, on était là, et puis on disait, de toute façon, c'est pas grave, on est armés, tout ça, s'ils viennent, voilà, on va faire la guerre, tout simplement. Mais moi, en fait, à l'intérieur de moi, je connais en fait ce genre de choses. Quand on n'arrive pas en fait à attraper la personne ou quand on veut mettre de la pression, on s'attaque à sa famille. Et de là, c'est là où j'ai fait une prière très arrogante même, où je disais en fait à Dieu parce que j'avais vraiment, on va dire, cette foi qui a baissé à la suite des divorces de mes parents. Et de là, en fait, j'ai prié et puis j'ai dit, bon, à Dieu, si vraiment tu existes, eh ben, efface, enlève ça, en fait. Enlève les personnes qui me veulent du mal. Et là, je saurai que tu existes. Mais si tu fais rien, pour moi, tu n'existes pas. J'ai vraiment parlé, vraiment dans l'arrogance. Et quelques jours plus tard, parce qu'ils étaient au nombre de 3, il me semble, il y a une personne, en fait, qui était en prison et 2 personnes qui étaient en cavale. Et c'est une personne du quartier qui m'a annoncé ça et qui m'a dit que oui, voilà, en fait, tu as de la chance parce que les personnes qui te cherchaient, voilà, maintenant ils sont en prison, voilà, ils sont ceci, ils sont cela. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, Dieu vraiment, il exauce en fait les prières des personnes qui croient en vie, tout simplement. Et de là, je me suis dit, bon, ben, là, je vois vraiment que tu existes. Hein. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas d'autre manière de faire. Et de là, en fait, j'ai commencé à croire en lui. Mais je voulais intervenir aussi dans le deuxième volet, parce que ça, c'est vraiment le premier volet. Parce que souvent, on pense que quand on donne sa vie à Dieu, que tout se passe bien, etc. Et que, enfin, tout se passe bien à nos yeux. Bien sûr, aux yeux de Dieu, tout se passe bien, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais de nos yeux, en fait, c'est pas comme ça qu'on voit. Et de là, en fait, j'ai commencé à reprendre mes études. J'ai repris un travail, je suis vraiment entré dans la stabilité. C'est-à-dire que j'ai repris, en fait, à ce moment-là, j'avais peut-être 22 ans. J'ai repris un bac en alternance en secrétariat et comptabilité. Et j'étais même premier de la classe. Moi-même aussi, j'étais choqué pour une fois que j'étais, alors que j'étais un élève moyen. Là, je devais avoir 15 de moyenne. Donc, j'accumulais, on va dire, mes bonnes notes. En même temps aussi, j'avais mon ex-copine qui était enceinte de moi de 8 mois.
Et puis voilà, en fait, tout se passait bien dans la vie, j'avais mon appartement, etc. Et de là, maintenant, un jour, avant d'aller à l'école, je vois en fait des policiers qui toquent à ma porte et qui me disent, oui, voilà, on rentre perquisition. Et je leur ai demandé pourquoi. Et puis cela, ils m'ont dit, en fait, on vous cherche pour séquestration, pour vol et pour agression en ligne. Et pour aussi vente de stupéfiants. Et de là, je me suis dit, waouh, pourquoi tous ces gros trucs là. Et puis ils m'ont montré, donc voilà, ils ont commencé à faire des perquisitions. Et dans cette perquisition, ils ont pris, euh, ils ont pris en fait, parce que j'accumulais mes bonnes notes, comme j'étais vraiment fier en fait de moi, tout simplement. Et eux-mêmes aussi, ils ont vu ces classeurs de bonnes notes, ils se sont dit, waouh, en fait, ils travaillent vraiment bien. Et là, ils ont pris leur relevé de notes, ils l'ont gardé pour eux. Et, euh, et puis c'est tout, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Et de là, en fait, je suis passé 4 jours en garde à vue. Et la garde à vue, c'est quelque chose de chaud, surtout quand c'est 4 jours. C'est-à-dire qu'on se lave pas, on se brosse pas les dents et on mange toujours les boîtes de conserve. Et moi, c'était vraiment le chili con carne. Tous les jours, c'était ça. Et pendant 4 jours, on t'interroge. 96 heures, on t'interroge. C'est qui a fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi patati patata? Et moi, j'ai jamais voulu d'avocat. Et j'ai oublié aussi une étape. Lorsqu'ils étaient chez moi, en fait, ils ont vu en fait la Bible posée sur un meuble. Et ils ont dit, ah, en plus, t'es chrétien, hein, tu fais des choses comme ça. Et dès là, j'ai commencé à dire, ben oui, voilà, j'essaye de suivre Dieu, quoi, à ma manière. Et donc, du coup, un policier a ouvert, en fait, la Bible et il est tombé sur une page. Et de là, il a dit, waouh, c'est chaud, même la Bible est contre toi. J'ai pas compris, je dis, mais pourquoi vous dites ça, etc. Donc, j'ai lu la Bible et comme par hasard, c'était un titre où c'était écrit La mort d'Aaron. Et dès là, je me suis dit, waouh, c'est chaud, même Dieu, en fait, on dirait, il a prophétisé ma mort. Alors que, en fait, c'était vraiment de la mort de l'ancien moi, en fait, qui voulait me parler. Mais c'est à la suite que j'ai compris ça. Donc, du coup, voilà, je reviens en garde à vue. J'ai pas pris d'avocat. C'était vraiment une histoire, en fait, où je suis tombé, où j'ai pas fait grand-chose, heureusement. Donc, j'ai pas trop nié. On va dire ça comme ça. Et du coup, maintenant, on doit se présenter devant le juge des libertés, qui par rapport, en fait, à cette enquête, doit décider si vous devez aller en prison ou si vous pouvez sortir dehors. Et de là, en fait, on était obligé d'avoir un avocat. Et bah, à ce niveau-là, c'est des avocats commis d'office. Donc, j'étais avec 2 amis. Mes amis aussi, ils ont eu des avocats commis d'office. Des avocats, en fait, on va dire spécialisés peut-être dans les divorces, dans le mariage, dans des choses comme ça. Et moi, comme par hasard, j'ai eu un avocat spécialisé dans tout ce qui est vente de stupéfiants, etc. La meilleure de Rennes. Parce que je précise que je viens de Rennes, la région Bretagne. Et de là, avant de voir le juge, on devait se présenter devant l'assistante du juge. Donc, du coup, je me présente en fait à l'avocate. Et avant de me présenter à l'avocate, c'est là où un policier me dit, tenez votre bulletin de notes, donnez ça, peut-être que ça va vous sauver. Le bulletin de notes qu'ils ont pris chez moi. Donc du coup, j'ai pris le bulletin de notes. Donc au début, je parle avec l'avocate. L'avocate me regarde. Ça se voyait qu'elle disait, encore un mec de quartier. Bon, dites-moi votre histoire. Et puis voilà. Elle était un peu blasée. Donc c'est là, j'étais en train d'essayer un peu de parler. Et puis j'ai dit, bon, voici mon bulletin de notes aussi. Le policier m'a dit de remettre ça parce que peut-être que ça peut me faire sortir. Et de là, maintenant, elle regarde ce bulletin de notes. Et puis, en même temps, elle me regarde. C'est comme si elle n'y croyait pas. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle avait les larmes aux yeux. Et puis, elle m'a dit, franchement, je vais tout faire pour vous faire sortir de là. Et bon, moi, je ne comprenais pas. Je dis, bon, ok. Mais j'étais toujours en prière pendant, en fait, cette chose-là. Et de là, en fait, on devait voir maintenant l'assistante du juge, qui, en fait, on va dire, grosso modo, dit ce que le juge et elle ont décidé. Donc, du coup, on voit l'assistante, et c'est là qu'elle dit, oui, franchement, pour cette histoire-là, pour cette affaire-là, on a décidé que tout le monde aille en prison parce qu'on comprend rien du tout de ce que vous faites. On comprend rien du truc, et si vous sortez, ben, vous allez peut-être détruire des preuves, donc restez en prison. Donc là, j'étais choqué, et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est vraiment sérieux, parce que je voyais pas la chose sérieuse, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, en fait, c'est vraiment sérieux. Et de là, l'avocate m'a dit, c'est pas grave, de toute façon, c'est le juge qu'on doit convaincre, c'est pas elle. J'ai dit, ok, donc du coup, maintenant, on se déplace vers le juge. Et de là, en fait, elle voit le nom du juge et puis elle se dit, ouh là 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 là, ce juge-là, il est réputé pour laisser personne sortir dehors. Il a vraiment laissé personne. Moi-même aussi, j'ai eu un client, etc. Personne n'est sorti dehors. Et de là, elle m'a dit, bon, vous inquiétez pas. Elle m'a préparé pour aller à la prison. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez en prison. Restez calme pendant la prison. Vous inquiétez pas, ça ne durait que 4 mois. Après, je vais vous faire sortir. Je me suis dit, waouh, c'est si sérieux que ça. Donc du coup, je suis parti voir ce juge-là en question. Donc du coup, il avait aussi à peu près la même réaction que l'avocate qu'on m'a vu la première fois. Et puis il m'a dit, bon, ok, dites-moi pourquoi vous voulez rester dehors. Après, il a regardé en haut et ils sont foutus de tout ce que je disais.
tout simplement. Et de là, je commence à dire, oui, voilà, je suis jeune, je suis à l'école, en même temps, je suis en alternance, donc je travaille, j'ai mon appartement, ceci, cela. Après, j'ai commencé à terminer par dire, oui, aussi, j'ai ma copine qui est enceinte de 8 mois, et normalement, le mois prochain, je suis papa. Et puis, il m'a dit, ah bon, ok, votre copine, elle habite où? J'ai commencé à dire, bon, voilà, oui, ma copine, elle habite à Rennes. Et il commence à me dire, bon, on va vous mettre en prison à Rennes alors. Il commence à me dire ça, je me suis dit, waouh, quel juge vraiment. Et de là, j'ai arrêté de parler, je me suis dit, aïe, 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 on dirait que c'est fini pour moi. Et là, maintenant, l'avocate a commencé à parler. Et l'avocate, en fait, elle a commencé à me défendre avec ses mots d'avocate, etc. Après, à la fin, elle a commencé à dire, je vous ai pas dit, regardez, son bulletin de notes, il est premier de la classe. Elle a commencé à l'agiter, le bulletin de notes devant lui. Premier de la classe, regardez, parce que aussi j'avais des bonnes appréciations, oui, moteur de la classe, oui, c'est cela, celui qui motive la classe, etc. et tout. Et de là, maintenant, le juge aussi, il a la même réaction que l'avocate. Il regarde le bulletin de notes, il me regarde en même temps, il commence à me dire, ok, ben, sortez, on va délibérer. Donc, du coup, on était là dans le couloir. Franchement, c'était la première fois de toute ma vie que je pouvais entendre mon cœur. Donc, j'ai entendu mon cœur vraiment. André, il voulait sortir de ma poitrine. En même temps, à côté de moi, à ma droite, il y avait mon avocate qui était là, qui me tenait. À côté aussi, il y avait des policiers. Ils étaient tous là, à côté de moi. Ils voulaient vraiment que je m'en sorte. Et ils étaient là, ils disaient, non, j'espère que, voilà, il ne va pas vous envoyer en prison, j'espère que, etc. Donc, moi, j'étais là, toujours à l'intérieur de moi, en train de prier. Et de là, on est rentré maintenant voir le juge, et le juge il commence à dire, oui, bon, pour cette histoire, on a décidé, bon, exceptionnellement, de vous laisser dehors. Mais n'ayez pas d'armes sur vous, etc. Même si vous avez un stylo sur vous, vous allez en prison. Il était vraiment énervé. Donc moi, j'étais là, dans la joie, je commençais à dire, oui, merci beaucoup. Il me dit, non, c'est bon, signez, sortez. Il m'a seulement dit, signez, sortez. Et de là, en fait, dans ce témoignage que j'ai en train de dire, en fait, à la personne qui connaît ces choses-là, qui est dans cette situation, etc., que rien n'est impossible, surtout à celui qui croit. Et que, à travers, en fait, ce témoignage, j'ai vu la manifestation de Dieu juste et d'un Dieu amour. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il est juste, et dans sa justice, ce qu'il dit il va se faire, et ben, ça va être comme ça. Et s'il dit que si vous péchez, vous allez mourir, ben, ça va être comme ça. Mais, dans son amour, il a dit, ben, cette mort-là, c'est Jésus-Christ qui va le prendre. Donc, le Dieu juste, il s'est manifesté en la personne du juge, et Dieu amour s'est manifesté en la personne de l'avocate, parce qu'on dit que Christ aussi, c'est notre avocat. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai compris mon témoignage, et je vous dis que rien n'est perdu, et que c'est pas une fatalité en soi. Aujourd'hui, ma famille va bien, tout le monde va bien, mes parents vont bien, et on arrive à subvenir à nos besoins. Donc je glorifie seulement Dieu par rapport à ce témoignage, par rapport à ce que il m'a touché, par rapport à ce qu'il m'a épaulé, par rapport à ce qu'il m'a soutenu. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas honte de parler devant les caméras, je n'ai pas honte d'afficher ma foi en Christ. Que Dieu vous bénisse.